Henri Désiré Zouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur du networking, des apéros de la diversité à Bruxelles, coproducteur du JT diplomatique et contributeur pour divers médias internationaux sur les enjeux de géopolitique mondiale. La première fois, c'était du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982. Vous donne rendez-vous pour analyser l'actualité mondiale, comprendre les enjeux des choix géopolitiques et décrypter l'impact des grandes stratégies sur les dynamiques globales d'un monde complexe en constante mutation. Nombre de voix obtenues, Bahreïn 186. République démocratique du Congo 183. Au programme, ce 3 juin 2025, la RDC est élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. À Bruxelles, les apéros de la diversité fêtent alors 6 ans, pendant qu'à Kinshasa, le networking confirme son succès. En Ouganda, 12 pays africains dénoncent le M23. La Banque africaine de développement accueille son nouveau président, le docteur Sidi Ouled Ta. Elon Musk démissionne après 130 jours du département de l'efficacité gouvernementale. La CEDEAO célèbre ses 50 ans. Thabo Mbeki critique Kinshasa, Macron giflé au Vietnam, les accords très attendus du mois de juin entre la RDC et le Rwanda à Washington, et l'Union européenne annonce 20 millions d'euros pour les FARDC. La position des États-Unis est que le M23 doit déposer les armes et que les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. En direct de Nairobi, Henri Désiré. Zouz est reçu par Symphorien Katindé, journaliste de Wangila Connect, le média panafricain depuis Dallas au Texas aux États-Unis d'Amérique. Présenté Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Merci de m'accueillir. Rendez-vous ce mardi, 3 juin, 2025 à 23h, heure de Nairobi, 15h, heure de Dallas, et 21h, heure de Kinshasa, pour analyser l'actualité internationale de l'heure. Moment crucial où jamais les tensions ne se sont autant exacerbées entre la Russie et le bloc occidental. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV, ainsi que sur notre plateforme YouTube Wangila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater, et rejoignez le débat. Nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi. Wangila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous serons en connexion avec Nairobi au Kenya. Sur fond d'actualité, nous allons parler du JT diplomatique. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère politique sur le plan international? Nous serons en Afrique, nous serons en Europe, nous serons en Amérique pour débriefer l'actualité de l'heure, les enjeux de l'heure. Et sans plus tarder, je veux vous présenter notre participant depuis Nairobi, qui n'est plus à présenter, Henri Désiré Nzouzi. Nous vous saluons. Merci de m'accueillir. Henri Désiré Nzouzi est le producteur associé du JT diplomatique. Il est l'initiateur de l'apéro de diversité à Bruxelles. Il est aussi l'initiateur du networking et c'est un contributeur international sur des grands plateaux médias dans le monde. Il partage son expertise dans le domaine de la diplomatie internationale et c'est avec lui que nous allons échanger sur le JT diplomatique en connexion entre le Texas et Nairobi. Henri Désiré Nzouzi, vous êtes à Nairobi. Quel est l'objet de votre visite au Kenya? Je suis ici pour des raisons éminemment professionnelles puisque j'ai l'opportunité de pouvoir créer un business ici même avec des partenaires locaux. Vous pensez bien que je ne peux pas en dire davantage, mais disons que les discussions avancent bien et donc au moment opportun, vous serez le premier informé. Henri Désiré Nzouzi, nous débutons directement avec l'actualité. La candidature de la RDC au Conseil de sécurité, de la campagne de la RDC pour devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026 à 2027. Le résultat, l'Assemblée reprendra l'examen du sous-point du point 114 de l'ordre du jour, intitulé « Élection des membres non permanents du Conseil de sécurité ».
Le résultat du vote est le suivant. Groupe A, État-Afrique et d'Asie-Pacifique, 3 sièges. Résultat du vote. Nombre de bulletins de vote, 188. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de bulletins valides, 188. Abstention, 1. Nombre de membres présents et votants, 187. Majorité requise des 2 tiers, 125. Nombre de voix obtenues, Bahreïn, 186. République démocratique du Congo, 183. Libéria, 181. Groupe B, État d'Europe de l'Est, un siège. Résultat du vote. Nombre de bulletins de vote, 188. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de bulletins valides, 188. Abstention, 10. Nombre de membres présents et votants, 178. Majorité requise des 2 tiers, 119. Nombre de voix obtenues, Lettonie, 178. Groupe C, État d'Amérique latine et des Caraïbes, un siège. Résultat du vote. Nombre de bulletins de vote, 188. Nombre de bulletins nuls, 0. Nombre de bulletins valides, 188. Abstention, 8. Nombre de membres présents et votants, 180. Merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi de relire la phrase. Je vous prie de ne pas applaudir pendant que je lis. Ayant obtenu la majorité requise des 2 tiers et le plus grand nombre de voix, Bahreïn, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Lettonie et le Libéria sont élus membres du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2026. Je félicite les États qui viennent d'être élus membres du Conseil de sécurité et je remercie les scrutateurs pour leur aide lors de cette élection. L'Assemblée a ainsi achevé l'examen du sous-point à du point 114 de l'ordre du jour. Je félicite les présidents de ces principales commissions à la 80e session de l'Assemblée générale pour leur élection. La séance est levée. D'accord. Encore bien. Que pourrait-elle concrètement apporter dans ce rôle sur la scène internationale et surtout sur la question de la crise sécuritaire à l'est de la RDC? Henri Désiré Nzouzi. Et ce sera pour la 3e fois. Alors, il faut rappeler que la première fois, c'était du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1982 et la seconde fois, évidemment, c'était entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992. Donc, il y a effectivement une belle fenêtre d'opportunité pour notre pays. Une belle campagne a été menée dans ce sens, puisque un consensus s'était déjà dégagé au niveau de l'Afrique centrale, mais aussi au niveau de l'Union africaine, pour que la RDC puisse représenter cette zone géographique au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent. Est-ce que c'est vraiment une grande opportunité pour la RDC de pouvoir porter la voix de l'Afrique et surtout celle de ses problèmes aussi? Alors, la RDC ne sera pas seule. Vous savez, il y a 3 pays africains qui siègent habituellement en tant que membres non permanents. Il faut comprendre que une présence au sein du Conseil de sécurité pour les pays qui siègent en qualité de membres non permanents, c'est une belle vitrine, c'est une belle fenêtre d'opportunité pour faire avancer, pour faire porter un certain nombre d'initiatives qui peuvent trouver effectivement un écho favorable. Je rappelle que il y a 5 membres permanents qui sont
extrêmement influent, même si on a vu ces dernières années la charte de l'ONU ostensiblement violée par certains de ses membres permanents. On pense évidemment à la Russie, hein, avec son activisme, pour ne pas dire sa présence en Ukraine, ce qui montre bien la nécessité de réformer de fond en comble cette organisation, puisque cette année marquera le 80e anniversaire. Je pense qu'il est temps, plus que temps, que l'on puisse effectivement envisager des réformes en profondeur. Je ne sais pas si on remettra au goût du jour l'idée qui avait été lancée à l'époque, mais qui, avec le temps, est apparue comme un ballon d'essai de la part des États-Unis pour que 2 membres permanents supplémentaires soient éventuellement considérés. On pensait évidemment à l'Afrique, et je me souviens à l'époque où on avait abordé le sujet, j'avais dit que si on fait entrer 2 pays africains en tant que membres permanents, il faudra s'attendre à ce que des pays comme le Brésil, la Turquie, l'Arabie Saoudite et pourquoi pas à des pays du Golfe puissent aussi pousser de la voix pour trouver leur place, parce que au-delà du poids politique, économique et stratégique, il y a aussi la possibilité pour les pays qui n'ont pas forcément tous ces avantages de pouvoir eh bien siéger en portant la voix des plus faibles, ou en tout cas de ceux qui sont moins entendus. En tout état de cause, pour la RDC, ça restera un poste d'observation privilégié avec une opportunité de pouvoir porter la parole de l'Afrique, ou d'une partie de l'Afrique, parce qu'on sait très bien que l'Afrique n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets, bien sûr des enjeux qui sont en tout cas considérés comme étant cruciaux pour certains pays africains. Le jeudi 29 mai 2025, les apéros bruxelloises de la diversité ont eu lieu, et à Kinshasa, le célèbre networking s'est tenu aussi. Ces événements visent à valoriser la diversité et à favoriser l'inclusion des acteurs nationaux et de la diaspora engagés dans différents secteurs de la vie sociale et économique. Henri-Désiré Nzouzi, pouvez-vous nous en dire plus sur ces 2 activités qui ne sont plus à présenter? Alors, les apéros de la diversité ont été conçus en 2019. À l'époque, j'avais constaté au niveau de la Belgique une forme d'ostracisme à l'égard de certaines communautés. Si l'on part du principe qu'il y a effectivement de nombreuses communautés en Belgique, puisqu'on appelle communément les communautés, enfin les minorités visibles, il y a effectivement des communautés qui, par leur présence, par leur contribution au pays d'accueil, ont un rôle prépondérant, même si cela n'empêche pas la stigmatisation. Et donc, j'ai décidé de créer un cadre d'échange et de partage où l'élite de ces différentes minorités pouvaient se rencontrer pour aborder ensemble des questions d'intérêt général, en ayant aussi la possibilité de porter davantage leur voix dans le débat public, en sachant par ailleurs que parmi ces minorités visibles, vous avez des députés fédéraux, régionaux, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des personnes qui travaillent au niveau des institutions européennes, des gens qui ont à cœur de contribuer à la richesse du pays d'accueil, mais qui aussi s'investissent de manière efficace dans leur pays d'origine. Et donc l'idée, c'est de les réunir tous les 2 mois pour faire une sorte de point, permettre à ceux qui ont la parole, et bien tout simplement d'annoncer une initiative, de défendre un projet ou de trouver des partenariats. Et donc le 29 mai dernier, nous avons organisé le 6e anniversaire à Bruxelles dans le cadre de l'hôtel Warwick. C'est un événement qui s'est très très bien déroulé. Pour ce qui est du networking, c'est une initiative que j'ai lancée il y a bientôt 5 ans maintenant à Kinshasa, et qui a pour objectif de connecter les acteurs de la vie internationale actifs et présents en RDC. On pense évidemment aux missions diplomatiques, aux organisations internationales, aux institutions financières internationales, aux diasporas, au gouvernement, bien évidemment. Eh bien, tout ce petit monde, je les connecte aux différents écosystèmes congolais de manière à pouvoir justement créer les conditions, eh bien,
d'un plus grand, je dirais, développement de la RDC afin de le positionner en ordre utile dans le peloton des nations émergentes. C'est un exercice que je fais tous les mois et le dernier en date remonte au jeudi 22 mai dernier. Sans être contredit, nous allons à la régie suivre un élément sur les apéros de la diversité couplés à celle du networking et nous revenons après. Pensé et initié par Henri Désiré Zouzi. Un rendez-vous mensuel devenu incontournable rythme les soirées bruxelloises. Les apéros de la diversité. Chaque mois, des visages venus des 4 coins du monde se retrouvent dans une ambiance conviviale et détendue. Le concept, désormais bien ancré, invite au dialogue et à la découverte. L'objectif est simple mais ambitieux. Briser les barrières, créer des ponts entre les cultures et révéler les richesses de la diversité, culturelle, professionnelle ou citoyenne. À travers ces rencontres, une communauté se construit, portée par l'écoute, le respect et l'ouverture. Le 29 mai 2025, à l'hôtel Barzé by Warwick, les apéros de la diversité ont célébré leur 6e anniversaire dans un cadre élégant et symbolique. Aujourd'hui, évidemment, j'ai eu cet immense plaisir de recevoir tout ce beau monde pour souffler à l'unisson ce 6e anniversaire, ces bougies qui symbolisent pour moi le vivre ensemble. Je suis Henri Désiré Ndouzi et c'était un immense plaisir pour moi de vous accueillir ici même. Je vous fixe rendez-vous pour les prochains apéros de la diversité, mais surtout dans une année pour le 7e anniversaire. À plus de 6000 km, à Kinshasa, un autre événement illustre ce même esprit d'ouverture. Le networking du JT diplomatique. Jeudi 22 mai 2025, dans le cadre feutré du Zaire Lounge, s'est tenue cette rencontre mensuelle où se croisent diplomates, entrepreneurs, innovateurs et représentants institutionnels. Là aussi, l'objectif est clair. Réseauter, échanger, inspirer et bâtir ensemble de nouvelles dynamiques. Porté par Henri Désiré Zouzi, ce rendez-vous mêle professionnalisme et convivialité dans un climat propice à l'émergence d'idées et de collaboration. 2 villes, 2 formats, un même souffle, celui de la rencontre, de l'engagement et de la valorisation de la diversité. Bruxelles célèbre l'altérité, Kinshasa incarne la solidarité. Ensemble, elles dessinent les contours d'un monde plus connecté, plus inclusif, plus humain. De retour sur ce plateau numérique, nous accueillons pour vous Henri Désiré Ndouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique. Il est aussi l'initiateur de 2 grandes activités qui ne sont plus à présenter, les apéros de la diversité à Bruxelles, en Belgique et le networking à Kinshasa. Henri Désiré Ndouzi, nous allons parler de la réunion de paix sur la RDC. Le 29 mai aussi 2025, 12 pays africains réunis en Ouganda ont dénoncé d'une seule voix les actions du M23. Et surprise agréable ou désagréable, le Rwanda, souvent accusé de soutenir ce groupe armé, faisait partie des signataires. La grande question, quelle crédibilité accordez-vous à cette condamnation collective incluant le Rwanda? Et est-ce une réelle avancée diplomatique ou une façade diplomatique? Henri Désiré Ndouzi. Ok, moi je parlerai volontiers de façade diplomatique. Il faut quand même rappeler que l'accord cadre d'Addis Abeba date du 24-25 février 2012. À cette époque, 11 pays, on pense évidemment aux pays membres de la communauté internationale, enfin de la CIRGL, qui ont décidé de prendre de manière consensuelle conscience de la gravité des problèmes sécuritaires qui affectent la région en dénonçant les ingérences répétées de certains acteurs sans les nommer, bien évidemment.
Cet accord-cadre a été co-signé à l'époque par l'Union africaine, par les Nations unies, mais aussi par l'Afrique du Sud. Bref, des témoins qui ont estimé qu'il était important pour eux de parapher un document qui, durant 13 ans, est malheureusement resté lettre morte. En fait, un mécanisme de suivi a été mis en place au niveau régional. Ce mécanisme est actuellement présidé par le Burundi et au niveau national, nous avons le professeur Alphonse Ntumba-Luaba qui dirige cette structure, puisque ce dernier avait d'ailleurs, dans le passé, assumé des fonctions de secrétaire exécutif de la CIRGL. Il s'agit donc, selon moi, d'une initiative certes louable, mais qui arrive un peu tard, puisque on aurait pu penser qu'une telle prise de conscience aurait pu aboutir, il y a de cela une année ou deux déjà, à des mesures fortes. Or, ici, il s'agit ni plus ni moins que de prendre le train en marche, ce qui montre bien que décidément les pays africains sont toujours à la traîne pour ce qui est de la résolution des conflits. Il faut prendre cette condamnation pour ce qu'elle vaut. Elle fait plaisir à entendre, même si le Rwanda, de manière fort hypocrite, s'est joint aux signataires. C'est peut-être dans l'air du temps pour le Rwanda de... Sans vous interrompre, est-ce que le Rwanda ne le fait pas en prélude de ce qui va se passer en juin, ce mois ici de juin à Washington? Probablement, mais ça ne coûte absolument rien au Rwanda de le faire. Je rappelle que au mois de mars 2022, notre pays, la RDC, avait voté la condamnation de la Russie pour son agression de l'Ukraine. Ça n'empêche pas à la Russie et à la RDC d'entretenir les meilleures relations du monde. Donc, je dirais qu'il s'agit plus d'un jeu de rôle entre le Rwanda et le M23. Je pense que nul n'est dupe à ce petit jeu-là. Sidi Oulta, titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Nice, Sophia Antipolis, ancien ministre de l'économie de la Mauritanie, après un riche parcours dans diverses institutions continentales, il fut élu en juillet 2015 directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, poste occupé jusqu'en avril 2025. Ce 29 mai 2025, Sidi Oulta devient président de la Banque africaine de développement. Ce choix marque-t-il, selon vous, Henri-Désiré Nzouzi, un tournant pour l'Afrique francophone dans la gouvernance économique du continent? Et qu'attendez-vous de son mandat? Et surtout, quel bilan pouvez-vous faire de la Banque africaine de développement? Écoutez, le bilan n'est pas si mauvais que ça. Il faut bien se mettre à la place de cette institution qui essaye d'intervenir autant que faire se peut dans les pays qui sont soit en difficulté ou... Et sans oublier que les États-Unis retirent ces fonds, hein. Oui, bien sûr. Alors, on va y arriver, hein. On sait très bien que la Banque africaine de développement, c'est un certain nombre d'actionnaires, hein, parmi lesquels des pays occidentaux, l'Allemagne, le Japon, nous avons les États-Unis, vous venez d'évoquer, qui décident effectivement de retirer leur billet. On pourra peut-être y revenir. Le président sortant, le Nigérian, a fait un travail plutôt remarquable. 10 ans à la tête de cette institution, ce n'est pas en soi exceptionnel, puisque son prédécesseur, Donald Kaberuka, avait lui aussi effectué 2 mandats. Mais c'est vrai que pour la première fois depuis assez longtemps, depuis 20 ans quasiment, nous avons un directeur général, un président qui est francophone. Ce n'est pas une mince affaire. Écoutez, une tradition, c'est celle de la continuité. Je pense que les problèmes qui sont pendants, trouveront très certainement un début de solution, en tout cas de pistes de solution pour pouvoir précisément permettre à la Banque africaine de développement de continuer à jouer pleinement son rôle. Il est vrai que le retrait de certains bailleurs influents comme les États-Unis pourrait effectivement réduire la capacité manœuvrière de cette institution, ce qui est aussi un signal, un appel qui est lancé aux pays africains pour qu'ils puissent à la fois se ressaisir et prendre véritablement la pleine mesure de ce que représente la Banque africaine de développement, parce que dans BAD, il y a africaine. Les Africains doivent se réveiller et ne plus attendre que la manne financière vienne de l'Occident. Et en cela, je pense que c'est un électrochoc qui me paraît salutaire.
De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Nairobi et Texas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Zouzi. Nous allons suivre un élément sur l'investiture du nouveau président de la BAD et nous revenons juste après. Le 29 mai 2025, lors des 60e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, BAD, à Abidjan, le Mauritanien Sidi Oulta a été élu président de l'institution avec 76,18% des voix au troisième tour du scrutin. Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs suppléants, administrateurs, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup d'humilité et de sens de responsabilité que je m'adresse à vous en ce moment particulier. Je voudrais d'abord remercier l'Afrique pour la confiance qu'elle vient de m'accorder. Je vous remercie, vous, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagnent. Il succède au Nigérian Akinwumi Adesina, dont le mandat s'achève le 31 août 2025. Je voudrais faire une mention spéciale pour mon team qui a fait un travail remarquable depuis le début jusqu'à la fin. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance. J'ai le devoir aussi de remercier tous ceux qui ont appuyé ma candidature, de près ou de loin, que je ne pourrais pas tous citer dans ces circonstances. Now let us go to work. I am ready. Thank you. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Nairobi et le Texas où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi qui est expert en diplomatie internationale. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler d'Elon Musk. Après 130 jours à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, Elon Musk a présenté sa démission surprise le 29 mai 2025. Il a indiqué vouloir se recentrer sur ses entreprises privées tout en assurant qu'il continuera à accompagner l'administration en tant que conseiller spécial auprès du président Donald Trump, notamment sur les questions d'innovation et de performance publique. Quels pourraient être les motifs réels de cette décision éclair et cette initiative était-elle vouée à l'échec? Le département de l'efficacité gouvernementale, Henri Désiré Nzouzi. Écoutez, l'idée de créer dédié à l'efficacité gouvernementale n'est pas en soi une mauvaise chose. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Force est de constater que Elon Musk et Donald Trump, dans une certaine mesure, puisque je pense que Donald Trump a très vite compris les limites de l'exercice, c'est qu'en fait, radicales qui ont généralement en cours dans la finance, les impératifs de rentabilité, efficacité sont privilégiés au détriment considérations, on va dire, professionnelles, humaines et autres. Il faut dire que cette méthode a malheureusement laissé une trace. Et le président Trump a commencé petit à petit, même si cela ne s'est pas très fort remarqué, a commencé à prendre ses distances avec des mesures qui commençaient véritablement à poser problème. Je rappelle quand même que sur les différentes mesures qui ont été prises par Donald Trump depuis son accession à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, eh bien, les trois quarts ont, dans la plupart des cas, été rétoqués par des juges et ces différentes mesures étaient inspirées par Elon Musk. Aujourd'hui, Elon Musk, fortement isolé, n'avait d'autre choix que de se replier vers ce qu'il sait faire de mieux, mais en laissant évidemment des dégâts considérables qu'il faudra réparer.
Je rappelle que d'ici 1 an et demi, nous aurons les élections des midterms, et il y a une tradition non écrite aux États-Unis qui veut que le président élu, généralement, perd sa majorité au bout de 2 ans à l'occasion de ces élections. Et donc, c'est à Paris que Trump n'est pas prêt de vouloir relever, en tout cas celui de perdre une majorité. Il y a des mesures effectivement qui commencent à poser problème au sein de la majorité. Pour autant, pas trop tard pour bien faire, il y a un certain nombre de mesures qui heurtent véritablement la conscience universelle, ou tout simplement, je dirais, le respect de ce qui constitue le socle même du contrat social américain, et qui peuvent encore être levés. Il y a un certain nombre de chantiers qui ont été lancés par Donald Trump, qu'il est encore temps d'arrêter, parce que, il faut bien le dire, hein, on ne s'improvise pas capitaine d'industrie à gestionnaire de départements aussi importants que celui du Trésor, de l'économie ou tout simplement du département d'État. Il faut qu'il y ait des gens aguerris et professionnels qui ne viennent pas avec l'idée de renverser la table et en ne tenant pas compte de certains équilibres qui ont souvent chèrement été acquis durant ces dernières années. Quand vous prenez le bilan économique et social des 3 prédécesseurs de Donald Trump, on ne peut pas dire que ces bilans aient été mauvais. L'Amérique est en bonne santé. Il y a effectivement des corrections à faire dans certains secteurs d'activité, mais globalement, l'Amérique se porte bien. Et donc, il n'était pas nécessaire de lancer comme ça une chasse aux sorcières contre qui les fonctionnaires, contre qui les juges, contre des personnes réputées je dirais minoritaire sur le plan du genre, etc. Donc, je pense qu'il y avait mieux à faire. Cela dit, personne ne regrettera Elon Musk. Nous sommes heureux qu'il reprenne ses activités. Je note au passage qu'il a perdu beaucoup d'argent. On parle de près de 60 milliards de dollars hein, à cause justement de ses décisions et de ses comportements erratiques. Il appartient maintenant à Donald Trump de pouvoir rectifier le tir et de remettre les choses sur les rails avant que, eh bien, une certaine Amérique ne se souvienne qu'elle a encore de la ressource pour faire entendre sa voix. Les 50 ans de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a célébré son 50e anniversaire le 28 mai 2025, marquant un demi-siècle d'intégration ouest-africaine. Fondée le 28 mai 1975, elle rassemble 15 États africains de l'Ouest dans un objectif d'unité régionale et 5 décennies d'existence. Elle a permis la libre circulation des citoyens, conduit des missions militaires pour la paix et la mise en œuvre de nombreux programmes de développement. Henri-Désiré Nzouzi, quel bilan pouvez-vous faire des 50 ans d'existence de la CEDEAO? A-t-elle réussi sa mission politique et surtout à répondre à de nombreux défis en Afrique de l'Ouest? Henri-Désiré Nzouzi. Je pense qu'avant de vous répondre, il est peut-être nécessaire de revenir aux motivations qui ont, aux raisons qui ont milité en faveur de la création de la CEDEAO. Il faut se rappeler que le contexte de l'époque était fort marqué par 2 dynamiques majeures. D'une part, vous aviez une volonté de, disons, transcender, dépasser les divisions coloniales, et de l'autre, il y avait la nécessité de créer un espace d'intégration économique régionale, politique, permettant notamment aux pays les moins nantis, les moins lotis, de pouvoir rattraper leur retard. Maintenant, vous me parlez du bilan. Écoutez, le bilan n'est pas si mauvais que ça, même si c'est vrai, à l'origine, vous aviez 16 pays qui ont décidé eh bien, de pouvoir, disons, unir leur destin. Parmi ces pays, il y a eu notamment la Mauritanie qui en 2000 avait décidé de quitter l'organisation puis de revenir en 2017 comme pays associé. Et puis vous avez 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, qui en 2024 ont décidé tous les 3 de se retirer pour créer l'Alliance des États du Sahel. Alors, le bilan, ce qu'il faut remarquer d'abord, c'est que c'est une communauté qui, jusque-là, concernait près de 400 millions
d'Africains avec une zone de libre-échange, une zone de circulation qui a fait ses preuves, même si au sein de cette organisation, vous avez le mastodonte. Et c'est peu dire que le Nigeria, avec ses 228 millions d'habitants, représente bien plus que la moitié de cette organisation au niveau démographique, mais représente aussi 70% du PIB de la CEDEAO, ce qui est quand même énorme. Ça crée effectivement des disparités que les différents pays essayent à leur manière, je dirais, de corriger. Sur le plan sécuritaire, il y a eu des initiatives très fortes qui ont été prises par la CEDEAO. Tout le monde se souvient évidemment des conflits en Sierra Leone ou au Libéria, où la CEDEAO a essayé tant bien que mal de jouer sa partition. Tout le monde aussi se souvient de la prise de décision fort contestée qui consistait effectivement à exclure des instances dirigeantes les pays qui faisaient l'objet d'un coup d'État. On les connaît, il y a eu le Burkina, le Mali et le Niger, ce qui a d'ailleurs valu à la CEDEAO des reproches que je considère pour moi injustes. C'est vrai que la CEDEAO a aussi, à un moment donné, franchi la ligne rouge lorsqu'il s'est agi de menacer notamment le Niger d'une intervention militaire, mais je pense que tout procédait d'une tactique ou d'une stratégie qui consistait à faire pression sur ce pays. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus que temps que les Africains, du moins ceux qui appartiennent à cette zone, puissent envisager de repenser son fonctionnement, parce que aujourd'hui, l'objectif de la monnaie unique n'a toujours pas été atteint, même si c'est vrai que le franc CFA est utilisé dans la plupart de ces pays, à l'exception du Nigeria, de la Guinée notamment. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais je pense qu'aujourd'hui, après 50 ans d'existence, absolument pas à rougir de son bilan, et je dirais même que c'est l'une des rares organisations régionales du continent africain qui peut aujourd'hui présenter un bilan. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Il est en Nairobi et nous sommes ici dans l'État du Texas où nous sommes en train de décrypter le JT diplomatique. Nous suivons un portrait des 50 ans de la CEDEAO et nous revenons après. Le 28 mai 2025, Lagos, berceau historique de la CEDEAO, accueille un moment symbolique et fort, la célébration du cinquantenaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 50 ans jour pour jour après la signature du traité de Lagos, 15 pays réaffirment leur engagement commun pour l'intégration régionale, la paix et le développement. 3 événements marquent ce jubilé d'or: une reconstitution du traité fondateur, la signature d'une nouvelle déclaration de Lagos, et une table ronde sur l'avenir de la CEDEAO. Présent, le général Yakubu Gowon, seul père fondateur encore en vie, incarne la mémoire vivante de cette union régionale. La cérémonie rassemble chefs d'État, partenaires et citoyens, venus saluer les acquis majeurs de la CEDEAO: libre circulation, coopération économique, mécanisme de paix, et initiative pour les jeunes et les femmes. Mais cette célébration n'est pas qu'un regard vers le passé. C'est un appel vers l'avenir. Un appel à l'unité, à la solidarité et à l'audace dans un contexte mondial incertain. En s'appuyant sur sa jeunesse, ses talents et son identité partagée, l'Afrique de l'Ouest peut écrire une nouvelle page de son histoire. Plus intégrée, plus résiliente et profondément humaine. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Nairobi et le Texas où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, spécialiste en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique, initiateur des apéros de la diversité en Belgique, ainsi que initiateur du networking à Kinshasa. Henri Désiré Nzouzi, un autre sujet. Dans une interview du 26 mai, Thabo Mbeki a critiqué Kinshasa, disant que Tshisekedi s'entourait que de Kassaïens et que le M23 est devenu l'organisation la plus populaire du Congo.
Président de 1999 à 2008, Mbeki a quitté le pouvoir en 2008. Depuis, ayant soutenu la transition accord de Sun City, ces propos sont-ils crédibles ou dangereux? Henri Désiré Nzuzi reflète-t-il une perception réelle sur terrain ou un jugement politique biaisé? Henri Désiré Nzuzi. Vous n'avez pas indiqué la raison pour laquelle Thabo Mbeki a quitté ses fonctions. Nous vous laissons la primeur, Henri Désiré Nzuzi. De rappeler quand même dans quelles circonstances Thabo Mbeki a été poussé à la démission par l'ANC, et tout le monde se souvient à l'époque des déboires judiciaires de Jacob Zuma. Et il se trouve que Thabo Mbeki manœuvrait en coulisses pour que précisément la justice puisse sévir de manière sévère contre Jacob Zuma. Cette manœuvre a été éventée, rendue publique, et ce qui a provoqué l'ire au sein même de l'ANC où, vous vous en doutez, beaucoup de membres influents ont ni plus ni moins réclamé le départ de Thabo Mbeki. Voilà un homme qui est parti par la petite porte et qui, aujourd'hui, prend ostensiblement position pour un président honoraire. Je pense que Thabo Mbeki, au-delà de la personne qu'elle représente, c'est un homme extrêmement brillant, là, pour le coup, a manqué une opportunité, une occasion de se taire. Parce que, d'une part, il n'a aucune autorité pour, je dirais, s'ingérer comme il le fait de manière vulgaire dans les affaires intérieures de la RDC, mais surtout compte tenu de son passé, je pense qu'il aurait mieux valu pour lui, de s'abstenir de débiter de telles inepties. Malheureusement, il faut bien le dire, aujourd'hui, la politique s'affranchit quelquefois de certaines règles, et parmi ces règles, il y a le devoir de réserve qui, visiblement, ne semble pas émouvoir certains hommes politiques actuels ou anciens. Je n'en dirai pas davantage sur cette sortie. Je note simplement que le président honoraire a pris soin, avant de rejoindre Goma, de faire la tournée des popotes, si je puis l'exprimer ainsi, en allant voir la plupart des pays d'Afrique australe, où visiblement il continue à y avoir des relations relativement importantes. Je note d'ailleurs que c'est l'une des rares caractéristiques que l'on peut d'ailleurs observer, c'est une sorte de soutien plus ou moins tacite de ce groupe de pays d'Afrique australe, qui va de la Namibie, Afrique du Sud. Là, je ne parle pas du président Ossa, mais je parle de Thabo Mbeki et d'autres encore qui continuent à avoir en Kabila, ce qui est quand même un comble, un espoir pour l'avenir de la RDC. Encore une fois, nous avons affaire à des hommes qui sont totalement déconnectés de la réalité et qui, visiblement, souffrent d'un trouble que je qualifie de déni obsessionnel et compulsif de la réalité. Avant de parler de la République démocratique du Congo, nous allons terminer avec un dernier sujet à l'international. Le 25 mai, une séquence virale en provenance du Vietnam montre une scène insolite, Emmanuel Macron giflé par son épouse à l'atterrissage de l'avion. Henri Désiré Nzuzi, quel impact ces images peuvent avoir sur l'image d'un chef d'État à l'international? Peut-on parler d'un simple buzz ou d'un emballement médiatique et diplomatique? Même Donald Trump, à la Maison-Blanche, a essayé de donner quelques conseils. Il a même dit aux journalistes qu'il avait appelé Emmanuel Macron et son épouse, ils allaient tous bien. Vous savez, à l'heure des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on a plutôt tendance aujourd'hui à aller beaucoup plus vite que la musique. Ni vous, ni moi, chers symphoriens, ne savons ce qui s'est réellement passé. Nous sommes en train de spéculer, de supputer, de nous perdre en conjecture sur une séquence dont on ne voit que la fin. Et donc, c'est très compliqué. Pour autant, il y a une leçon à tirer de tout ceci, c'est que rien, désormais, n'échappe à l'œil des réseaux sociaux. Et donc, chacun finit par se faire une religion, et malheureusement, cela permet à certains esprits malveillants de pouvoir construire un narratif qui ne correspond pas forcément
à la réalité et à ce petit jeu-là, si vous voulez déstabiliser un adversaire politique, si vous voulez saper des efforts qui sont consentis par tel ou tel responsable politique, selon la nature de la crise qu'il tente ou qu'elle tente de résoudre, eh bien rien de tel que de pouvoir faire dire aux images le contraire de ce qu'elles peuvent bien dire. Moralité, eh bien, il faut aujourd'hui accepter l'idée que l'on ne s'appartient plus, que chaque fait et geste est scruté, chaque parole est scrutée, votre langage corporel, même s'il exprime autre chose, peut être interprété de diverses manières, et c'est ce qui rend finalement les personnalités publiques vulnérables et donc, je dirais, à la merci de toute manipulation. Nous allons à la régie suivre un reportage sur l'impact des réseaux sociaux sur les personnalités publiques et nous revenons après. Dans l'ère numérique, être une personnalité publique, c'est vivre sous un microscope. Chaque mot prononcé, chaque silence, chaque geste est capté, partagé, commenté. Une image, un regard, un sourire, tout peut être interprété, parfois déformé. Les réseaux sociaux, jadis espaces de liberté, sont devenus terrain d'observation permanente. Le langage corporel, les émotions non verbalisées, les maladresses du direct deviennent des munitions pour les critiques ou des armes pour les manipulateurs. Aujourd'hui, les figures médiatiques ne s'appartiennent plus vraiment. Elles évoluent dans un espace où la frontière entre vie publique et privée s'efface. L'instantanéité impose une pression constante, réagir vite, mais sans erreur. Car l'erreur, aussi minime soit-elle, peut devenir virale et fatale pour une réputation. L'opinion se forge à coups de leaks, de partages et de hashtags. Et dans cette course à l'instantané, la nuance disparaît. Ce climat installe une vulnérabilité nouvelle, celle de vivre exposé, en permanence, à la validation ou à la condamnation collective. Être connu, aujourd'hui, ce n'est plus seulement être admiré. C'est surtout apprendre à survivre dans un monde où l'image prime sur l'intention. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous depuis Nairobi Henri Désiré Nzozi, spécialiste en diplomatie internationale. Il est avec nous en connexion ici à Dallas au Texas. Henri Désiré Nzozi, nous allons maintenant parler des accords attendus du mois de juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda. Où en est-on? Les attentes sont vraiment grandes. Est-ce que cela va aboutir? Écoutez, je l'ai dit il y a quelques instants, ne nous perdons pas en conjectures et ne spéculons pas. Actuellement, il y a des discussions. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela quelques semaines, Malas Boulos a transmis au gouvernement rwandais et à notre gouvernement à Kinshasa un projet d'accord où chacune des parties devait y faire ses observations. Et vous savez, dans ce genre de discussion, vous avez trois modes de discussion qui peuvent faire avancer les choses. Soit que vous agissez par compromis, par concession ou par consensus. Il y a des points qui font l'objet d'une ligne rouge à ne pas franchir du côté congolais et du côté rwandais. Il y a des points qui sont peut-être beaucoup plus consensuels, en rapport peut-être avec le développement du commerce transfrontalier, avec l'intégration régionale, etc. Et vous avez des points qui doivent véritablement faire l'objet d'un arbitrage. Lorsque vous décidez de renoncer à certaines exigences, eh bien, vous devez être en capacité d'obtenir quelque chose en échange. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Ayons à cœur de laisser les négociations se poursuivre et au moment voulu, nous aurons toutes les informations nécessaires, toutes les données du problème qui nous permettront d'analyser
la situation et d'entrevoir effectivement ce à quoi pourrait ressembler cet accord que nous avons tous de nos voeux. Surtout, dans quel état d'esprit se trouvent les deux parties? Parce que sachant déjà l'échec de l'Angola qui déjà devait mener à ce but, le 15 décembre 2024, le président Paul Kagame s'est rebuffé à la dernière minute. Dans quel état d'esprit? Parce que sachant déjà le passé, parce que le passé nous permet aussi d'avoir une idée de l'avenir. Est-ce que les États-Unis vont peser de tout son poids pour que cet accord soit réellement signé? Alors, vous savez, chat échaudé craint l'eau froide. On va pas se mentir. Ce serait, disons, être un peu excessif que de dire que un échec n'est pas envisageable. Un échec est toujours envisageable. Mais ce qui change ici la donne, c'est l'implication des États-Unis avec à la clé un certain nombre d'enjeux économiques qui placent les États-Unis en première ligne. En cas d'échec, évidemment, nous déplorerons l'échec, mais ce sera aussi et surtout un échec de la diplomatie américaine. L'Amérique a échoué en Ukraine, l'Amérique est peut-être aussi en train d'échouer dans la bande de Gaza. Un échec en RDC serait désastreux pour la crédibilité de l'administration Trump à l'international. Donc, je pense que les Américains vont se donner les moyens de convaincre les deux parties de pouvoir aboutir à un accord qui puisse être acceptable pour toutes ces parties-là. Une fois que cet accord sera obtenu, en tout cas je le souhaite à mon avis, eh bien cela pourra décanter beaucoup de choses. Il sera beaucoup plus facile à ce moment-là de faire pression sur le M23 par exemple pour qu'il se dégage, parce que je rappelle encore une fois que le M23 ce ne sont que des marionnettes qui prennent leurs ordres à Kigali, et même si Kigali feint de sanctionner ou de condamner le M23 dans une déclaration collective, cela ne change en rien le fait que ce sont des manœuvres dilatoires. Il faut rester prudent, il faut rester réaliste aussi, parce que il y a encore beaucoup de chemin à faire et nous ne pouvons que compter sur la bonne foi des deux parties et je pense surtout à la bonne foi de la partie rwandaise. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Nairobi et Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Nous allons suivre un élément sur les accords attendus du mois de juin aux États-Unis d'Amérique, quelles sont les avancées et nous revenons après. Après une première tentative à Washington, en avril dernier, entre les émissaires de la RDC et du Rwanda sous la médiation de Marco Rubio, une nouvelle rencontre diplomatique capitale se profile à l'horizon. Cette fois, signer un accord définitif entre Kinshasa et Kigali. Prévue ce mois de juin, cette réunion cruciale se tiendra à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de mettre fin à une crise prolongée, dans une région ravagée par des années de guerre, de violences armées, de déplacements massifs et d'instabilité persistante. La position des États-Unis est que le M23 doit déposer les armes et que les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. Dia, permettez-moi d'abord de clarifier quelque chose. La position des États-Unis a toujours été et continuera d'être très claire à ce sujet. La position des États-Unis est que le M23 doit déposer les armes et que les forces rwandaises doivent se retirer de la RDC. C'est notre position et elle est très claire. Nous l'avons clairement exprimée et nous continuerons à aller dans ce sens. Ce message fort, répété avec insistance par les responsables américains, souligne une volonté manifeste de s'impliquer dans la pacification de la région. Massad Boulos, haut conseiller du président Donald Trump et émissaire spécial pour la paix dans les Grands Lacs, est en première ligne. Il conduit une médiation délicate dans une zone aussi stratégique que vulnérable où se croisent intérêts économiques, politiques, enjeux sécuritaires et tensions régionales. Nous espérons sincèrement pouvoir nous appuyer sur tout cela, sur ces avancées importantes, afin d'atteindre une paix définitive, durable, profonde et une stabilité totale et complète en RDC ainsi que dans toute la région. Washington espère que cette seconde tentative aboutira à des engagements fermes. Fin des combats, retrait militaire et lancement d'un dialogue régional sous surveillance internationale. Mais l'attente est lourde, les douleurs profondes
et la méfiance encore vive. La communauté internationale scrute chaque geste. En RDC, l'opinion publique retient son souffle. Ce sommet peut-il devenir un tournant historique pour l'Est congolais? C'est à Washington que se jouera, peut-être, l'ultime chance de paix. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Nairobi et Texas, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, qui est expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique. Il est l'initiateur des apéros de la diversité en Belgique, ainsi que initiateur de networking qui se tient souvent à Kinshasa. Henri Désiré Nzouzi, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. En décembre 2024, l'Union européenne a annoncé une contribution de 20 millions d'euros pour les forces armées de la RDC. Elle soutient aussi les réformes du secteur de la sécurité via le programme uni pour la paix et la sécurité. Selon vous, cette aide de l'Union européenne peut-elle réellement renforcer les capacités opérationnelles des FARDC ou s'agit-il avant tout d'un soutien symbolique sans oublier que ce programme va continuer jusqu'en 2027, si je ne m'abuse. Bon, il faut d'abord rappeler que depuis 2022-2023, l'Union européenne octroie 20 millions d'euros à l'armée rwandaise dans le cadre d'un programme de sécurisation dans les théâtres d'opération qui font l'objet d'une crise spécifique, en l'occurrence dans le Cabo Delgado au Mozambique. Le Rwanda est le seul pays africain qui s'est porté volontaire pour pouvoir mener une opération dans cette zone-là, en dehors évidemment de la présence des troupes rwandaises au sein de la mission de la MINUSCA en Centrafrique. Il s'agit surtout d'une manière pour l'Union européenne de rééquilibrer les choses après les nombreuses critiques qui ont été formulées suite au soutien à l'armée rwandaise, qui, je le rappelle, est présente en République démocratique du Congo, ce qui a fait dire d'ailleurs à beaucoup de monde, et ces personnes n'avaient pas du tout tort, que l'Union européenne, d'une certaine manière, finançait l'engagement militaire rwandais en RDC. En agissant de la sorte, l'Union européenne essaye d'abord de se donner bonne conscience, de se dédouaner en montrant que ce programme n'est pas exclusivement réservé au Rwanda et qu'il peut concerner d'autres pays qui sont confrontés à des difficultés d'ordre sécuritaire. Je pense qu'il faut plutôt y voir de la part de l'Union européenne une manière de se donner bonne conscience et peut-être aussi de contribuer à une plus grande capacité opérationnelle des FARDC. Toute aide est bien évidemment la bienvenue. Il faut simplement s'interroger sur les motivations. Cela intervient de manière ponctuelle. On aurait pu penser, voire espérer qu'une telle aide aurait pu déjà être envisagée il y a plusieurs années de cela. L'Union européenne a peut-être voulu surfer sur une vague de contestation en y mettant un terme avec cette annonce qui a été faite en décembre 2024 et qui est totalement passée inaperçue. Henri Désiré Nzouzi, c'est déjà la fin de nos échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce numéro? Ouais, beaucoup de choses. Au niveau international, évidemment, nous sommes aujourd'hui à un moment crucial où jamais les tensions ne se sont autant exacerbées entre la Russie et le bloc occidental. Pour ce qui est de la situation dans la bande de Gaza, force est de constater que là aussi, la situation devient incontrôlable et que même les États-Unis ont, pour la première fois depuis très longtemps, en dépit d'ailleurs du soutien ferme et inconditionnel de Donald Trump, eh bien, commencé à prendre un peu leur distance par rapport à ce qui se passe. Nous prenons aussi acte du fait que, à l'heure actuelle, il y a au niveau des discussions à Washington, notamment un examen par les deux parties
des points qui ont été mis sur la table et qui doivent faire l'objet évidemment de discussions avant un accord que nous espérons prochainement. Je note aussi et surtout par rapport à l'élection du nouveau président de la BAD qu'il s'agit beaucoup plus d'un changement dans la continuité, puisqu'il n'est pas de tradition au sein de cette vénérable institution que l'on renverse la table. C'est la première fois depuis 20 ans qu'un francophone prend ses fonctions. Je ne pense pas que cela ait un impact sur, je dirais, le fonctionnement de la BAD, mais bon, c'est toujours bon à prendre. De la RDC, en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, c'est un poste d'observation intéressant qui donne évidemment du prestige au pays qui siège, et la RDC devra, durant ces 2 années, je rappelle, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, eh bien, utiliser cette position pour faire avancer un certain nombre de projets, d'initiatives qui peuvent effectivement renforcer le rôle et la visibilité du continent africain en général, mais aussi de la RDC en particulier. Et enfin, pour terminer, je vous dirais que nous devons essayer de rester optimistes, mais tout en étant vigilants. Parce que, comme disait l'autre, les temps sont incertains et grande aujourd'hui est la tendance à faire cavaler seul sur des sujets qui, en réalité, impactent sur notre environnement. Nous devons donc rester activement saisis de la question. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci d'avoir participé à ce numéro. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous nos téléspectateurs à qui, évidemment, je présente mes salutations les plus chaleureuses. De partout où vous avez suivi, nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi qui séjourne à Nairobi au Kenya. Il était notre participant pour ce numéro du JT diplomatique. Merci de nous suivre au Kenya, à Nairobi, en France, au Canada, aux États-Unis d'Amérique et à Kinshasa sur Géopolis TV. De partout où vous avez suivi, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.